En tant qu'entrepreneur, en tant que businessman, en tant que businesswoman, tu es amené souvent à discuter. Et ça peut se faire dans des cadres différents. Et selon l'enjeu, il faut savoir communiquer. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une manière de communiquer qui te permettra à la fois de ressortir avec du concret, mais également en économisant ton énergie. Ça va être utile à quel moment? Dans les moments du closing, par exemple. Lorsque tu auras affaire à un prospect et qu'il faudra parler de bout en bout pour mener ce dernier à dire oui, on y va. Ça va être utile de manière générale lorsque tu vas devoir régler des problématiques avec des collaborateurs, avec des partenaires, des parties prenantes. Et cette méthode, c'est juste une manière pour toi d'économiser ton énergie, mais en même temps de ressortir avec du concret. La particularité de cela va se baser sur un process et c'est une méthode que l'on appelle SPASA. La méthode SPASA commence par S. S va indiquer tout simplement la situation. Exemple, tu as affaire à un interlocuteur, tu as affaire à un individu qui fait face à une problématique en particulier. Le contexte est plutôt relationnel. C'est un ami qui t'appelle, c'est un proche ou un collaborateur qui, en ce moment, n'arrive pas forcément à faire preuve d'une performance extraordinaire. Lorsque tu vas entamer la discussion, le but premier est de se concentrer sur sa situation. L'idée étant que la situation est tel un terrain. Si tu ne connais pas la situation de la personne, forcément, tu n'auras pas connaissance du terrain dans lequel tu es en train de jouer. Situation ne veut pas dire général. Ce n'est pas une question de savoir si la personne est célibataire ou non. Ce n'est pas une question de savoir si la personne a tel ou tel âge. Non, c'est être un peu plus précis. Mais observons tout cela comme un entonnoir. La première phase de l'entonnoir, c'est la situation dans le sens où c'est ce qui va nous permettre d'avoir accès au terrain, accès au contexte dans lequel l'individu te parle. Malheureusement, avec le quotidien de l'entrepreneuriat, avec le quotidien du monde professionnel, nous avons des habitudes. Nous parlons parfois comme ça, sans forcément avoir conscience de ce que l'on emploie. Et quand on demande par exemple à une personne, comment tu vas? On remarquera qu'il y a une problématique. Et la problématique n'est pas sur le fait de savoir comment la personne va. C'est plutôt de savoir si la personne a voulu vraiment répondre de la sorte, oui ou non. On veut avoir un maximum d'éléments. Un maximum d'éléments. Ce qui veut dire que pour avoir un maximum d'éléments, au niveau de l'entonnoir, on doit être plus ouvert. Imaginons-nous qu'au même titre que l'entonnoir doit être très open, il faut également que dans les questions que l'on pose, cela soit open. Il y a une différence entre dire « ça va » et dire « comment tu te sens aujourd'hui ». Comment tu te sens aujourd'hui est une question large. Et c'est pour ça que dans la partie SPASA, ce qui est important pour nous, c'est de respecter cette largesse. Qui dit largesse d'esprit, dit forcément largesse dans les interrogations. Et qui dit largesse dans les interrogations, dit récolter un maximum de données. Ça va être l'humeur de la personne, son état d'esprit, etc., etc., etc. Tu es entrepreneur et tu vas te retrouver dans une situation de la sorte. Un individu est intéressé de près ou de loin à ce que tu fais. Tu écris à la personne, au lieu de dire « ça va » ou au lieu de dire « est-ce que tu aimerais être accompagné ?» Laisse d'abord une ouverture. L'idée ici est de comprendre la situation de la personne. Donc dans ce sens, pose une question large. Évite de dire quelle est la dernière fois que tu as pris la parole en public. Ça n'a pas de sens. C'est totalement enfermant. Essaye plutôt d'élargir la chose en entamant la discussion en disant par exemple quel est le rapport que vous avez à l'éloquence. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez entre guillemets une anecdote qui nous permettrait de comprendre ce qui vous a amené jusqu'à nous. L'idée ici, c'est de toujours rester dans la largesse. Une question large. Imaginez-vous que cette phase est très décisive pour la simple et bonne raison que, tout à l'heure je vous ai dit, c'est ce qui va créer le terrain. Si un joueur de foot rentre sur un terrain, mais n'a pas conscience des limites du terrain, n'a pas conscience de la largesse du terrain, il va être totalement perdu dans son jeu. Et avant même qu'il y ait un jeu, il y a un terrain. Le jeu dont nous sommes en train de parler n'est pas simplement le fait d'appuyer sur play ou le fait d'appuyer sur pause ou le fait de gagner des points ou le fait de gagner des clients. Le jeu dont nous sommes en train de parler, c'est une zone où les interactions sociales vont déterminer qui est un bon joueur et qui est un mauvais joueur. Le bon joueur, parmi les règles premières, a conscience du terrain dans lequel il est. Lorsque vous parlez pour
avoir de l'impact, il faut que l'autre se voie dans ce que vous dites. Il faut que l'autre se voie dans ce que vous dites. Cela veut dire que, au même titre que l'on recherche une largesse pour avoir un maximum d'informations, dans le positionnement psychique que vous devriez avoir, il est primordial pour vous de parler depuis le prisme de l'autre, depuis le prisme de votre interlocuteur. Imaginez-vous que toute situation de conversation ressemble à cela. C'est-à-dire, vous avez un si, 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 d'accord, ou vous avez un 9, et vous avez deux individus. L'un est placé ici, l'autre est placé là. Et ce qui est intéressant dans ces différents contextes, c'est que vous pouvez vous dire que vous, qui êtes ici, vous avez raison. Moi, je suis là. J'ai raison, je vois un 9. L'autre voit un 6. Si je vous pose la question, qui a raison, qui a tort, il n'y a pas de réponse claire. Et cette illustration-là, ce n'est pas simplement un débat. Ce n'est pas simplement une confrontation. Cela correspond à toutes les interactions que nous avons au quotidien. Je m'explique. Vous voyez les mêmes objets, mais vous ne les voyez pas de la même manière. Certains vont dire que c'est une question de perception. Oui. D'autres vont dire que nous sommes forcément dans une forme de divergence. Oui. Je m'en fous de ça aujourd'hui. Moi, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que si vous voulez avoir de l'impact, vous devriez forcément avoir un positionnement psychique qui essaie de comprendre ce que l'autre voit. Lorsque vous tentez de comprendre ce que l'autre voit, forcément, dans ce que vous allez récolter après, vous allez avoir des éléments d'argumentation pour avoir de l'impact. Et c'est pour ça que quand on vous dit de parler du prisme de l'interlocuteur, ce n'est pas simplement pour dire que vous êtes contraint à ne pas avoir d'avis. Non. C'est que votre avis ne devrait pas faire barrière vis-à-vis de l'autre. Et comme votre avis ne devrait pas faire barrière vis-à-vis de l'autre, ce qui est primordial, c'est tout simplement le fait de se dire qu'est-ce que l'autre voit. C'est ce qu'on appelle avoir une approche compréhensive. L'approche compréhensive, c'est une approche sociologique qui a été promue par beaucoup de chercheurs en sociologie, qui avaient pour habitude de se dire « nous ne sommes pas là pour interpréter les choses, nous sommes là pour écouter les gens et d'ailleurs accueillir leur interprétation des choses ». Et typiquement, lorsque je pose une question large, je peux effectivement tomber dans le risque de ne pas avoir ce que je veux. Mais on n'y est pas encore. Le jeu n'a pas encore commencé. C'est plutôt me dire « mais dans quel terrain je suis ?» Dans quel terrain je suis? Et pour pouvoir examiner exactement un terrain, ce qui est primordial, c'est de laisser l'individu qui est propriétaire de ce terrain nous présenter son terrain. Que l'on soit d'accord ou non, c'est ça qui va nous permettre derrière de pouvoir rebondir. Donc, avoir une énumération de questions fermées dès la première rencontre, c'est la meilleure manière de fermer la rencontre. Avoir une énumération de questions fermées, même si vous avez 10 questions fermées dès la première rencontre, c'est la meilleure manière de fermer la rencontre. Car avant même de rentrer dans le sujet, il faut d'abord comprendre ce que l'individu voit. L'objet qui est ici devrait être compris depuis ce que le sujet voit. L'approche compréhensive que vous aurez va être le meilleur des starting blocks. Cela ne suffit pas. On prend une situation qui est similaire à ce que j'ai donné tout à l'heure. Votre collaborateur, vous remarquez qu'il n'est pas très performant et que c'est un peu compliqué en ce moment. Vous comprenez qu'il y a un contexte particulièrement délicat, mais vous n'en savez pas plus que ça. Et vous commencez en disant « ça va ?» Non, vous avez compris que maintenant, après cette masterclass autour de la manière de communiquer avec de l'impact, il y a ce que je vais appeler les questions ouvertes. Comment te sens-tu en ce moment ? Comment te sens-tu en ce moment? J'aimerais attirer votre attention sur une manière de le faire. Il y a la situation, il y a l'ouverture d'esprit. Et j'aimerais aussi que vous puissiez observer le pouvoir que vous avez ici. Vous avez un pouvoir ici. Au niveau vocal, peu importe ce que vous pensez de votre voix. Votre voix, lorsque dans l'intonation, il y a un niveau bas, un niveau un peu plus bas, vous créez une forme de confidence. Je m'explique. Si je vous dis, comment vous sentez-vous à ce moment? Vous aurez l'impression que je parle à plusieurs personnes. Vous allez plus être intrigué par le groupe d'individus qui est illusoire et qui n'existe pas jusque-là. Mais si je vous dis, comment vous sentez-vous en ce moment? Vous allez sentir que j'individualise ce que je dis. Et pour rentrer encore plus en connexion avec l'autre, non seulement
avec l'approche compréhensive, vous pouvez renforcer cela et accentuer cela via une intonation basse. Plus votre intonation est basse, plus vous vous adressez aux individus dans le groupe. Plus votre intonation est haute, plus vous vous adressez au groupe d'individus. Imaginez, vous entamez la question ouverte comme ça, comment te sens-tu en ce moment? La première des réactions que votre interlocuteur aura, c'est un jeu de probabilité, mais j'en suis complètement sûr, c'est d'être un peu plus détendu. La question n'est plus de débattre ou juste de discuter. La question est de comprendre l'autre. Et toutes les personnes qui sont dans le domaine de la vente, par exemple, seront les premiers à vous dire qu'il faut comprendre le prospect. Cette ouverture d'esprit va vous permettre derrière de creuser un peu plus. La situation doit vous mener sur la situation précise que vous pourriez utiliser à votre avantage. Imaginons que vous êtes dans le domaine du management, ou du moins dans le domaine du conseil en management. D'accord ? Et parmi vos prospects, vous avez affaire à un directeur d'une grosse boîte qui tourne plutôt bien, mais malheureusement qui souffre beaucoup mentalement parce qu'il y a beaucoup de gestion à faire et qu'il le vit très mal. Vous arrivez, vous entamez la discussion, que ce soit sur n'importe quelle plateforme ou directement par téléphone. Bonjour monsieur, on va l'appeler monsieur Bernard. Monsieur Bernard, merci pour cet appel. Alors racontez-moi un peu votre contexte, comment ça se passe en ce moment pour vous. Ce qui est intéressant à travers cette question, c'est quand lorsque l'on dit « racontez-moi votre contexte, comment ça se passe en ce moment pour vous », il y a une largesse et n'importe quelle réponse pourrait arriver. Ça peut être une question suffisamment large pour avoir des réponses également larges. L'appréhension que vous allez avoir d'obtenir ce que vous voulez obtenir ne devrait pas exister à ce moment-là. Sinon, vous allez ramener votre interlocuteur dans un biais. Et ce biais-là ferme les portes. C'est ce qu'on appelle le biais de désirabilité sociale. Le biais de désirabilité sociale désigne le fait que l'on veuille répondre comme on attend que l'on réponde. Et pourquoi ce biais sera un ennemi dans ce contexte-là? C'est que vous n'aurez pas accès à l'authenticité de l'individu en face de vous. Le souci du biais de désirabilité sociale, c'est que n'importe qui, aujourd'hui, peut le provoquer. On l'a tous vécu, en tout cas pour celles et ceux qui ont été à l'école. Lorsque le prof nous posait une question, nous étions convaincus qu'il recherchait une réponse précise. Non seulement il cherchait une réponse précise, mais une réponse particulièrement précise. Ce qui faisait que celles et ceux qui avaient la réponse levaient la main, en toute évidence. Du moins, celles et ceux qui pensaient avoir la réponse. Les autres baissaient la main. Les autres ne parlaient pas. Vous assistez à ce moment-là à un biais de désirabilité sociale par le simple fait que les individus qui vont se dire « bon, c'est pas ce qu'il veut, du coup je réponds pas », veut quelque part rester désirable pour le professeur dans le sens où je ne préfère pas dire de bêtises, je préfère avoir la bonne réponse ou rien. Dans ce contexte-là, psychologiquement parlant, comment on peut l'observer? Ça divise. Ça ne fédère pas réellement. Ça vous donne juste une vision partielle des interlocuteurs que vous aurez. Les personnes qui vont être en face de vous ne vont pas forcément être vraies avec vous. Et vous allez vous demander pourquoi. Mais parce que vous avez l'habitude de poser des questions tellement fermées que les gens se disent « ok, il veut ça comme réponse ». Or, si vous démarrez avec une question ouverte, avec le but de comprendre la situation de l'autre, tout simplement, vous allez voir que l'appréhension que vous ressentiez va forcément s'échapper. Parce que le but là, c'est juste de comprendre le terrain, à l'instar d'un anthropologue qui arrive dans un nouveau pays et n'est pas venu pour directement faire sa mission ou changer les gens. Il est venu juste pour observer. Et il est vrai que le plus dur, c'est d'observer quelque chose dont nous ne sommes pas sûrs. Max Weber dit d'ailleurs que l'intelligence d'une personne se mesure à sa capacité à supporter un maximum d'incertitudes. Le fait d'accueillir les propos de l'autre peuvent révéler quelque chose en nous. Ah non, mais je suis pas d'accord, etc. Mais on n'y est pas encore. On veut juste comprendre sa situation. Énumérer un maximum de questions s'il faut, mais des questions toujours larges et toujours liées à la situation de la personne. À la situation de la personne. J'ai eu un jour affaire à un prospect. On va l'appeler Im. Et cette personne est venue vers nous avec l'envie d'améliorer son éloquence. Et vous êtes bien d'accord avec moi que si une personne me dit « je suis venu pour améliorer mon éloquence », c'est beaucoup trop large.
ça n'apporte pas grand-chose. Et à ce moment-là, il fallait que je puisse activer la méthode Spaza. La première question que j'ai posée à la personne, c'était de savoir, que faites-vous en ce moment? Vous êtes dans quel type de métier? Ah, en ce moment, la personne m'a évoqué qu'elle travaillait dans un boulot qui ne l'enchantait pas trop, mais elle faisait ça depuis à peu près 25 ans. Et qu'elle avait pour ambition d'entreprendre. Et j'ai posé la question à la personne, ok, vous aimeriez entreprendre dans quoi concrètement? Ah, la personne m'a dit qu'elle aimerait entreprendre dans un domaine autour du bien-être, etc. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, le bien-être? La personne s'exprime, et s'exprime, et s'exprime, et s'exprime. Vous allez peut-être me dire, mais Shadrach, tu perds ton temps là. Attends, faut qu'on vende. Je suis en train de le faire. Plus j'ai d'informations sur la personne, plus je serai habile à faire quelque chose pour la personne. Et typiquement, quand je le fais ici, je suis tranquille. À un moment, la personne a évoqué que le fait de pouvoir entreprendre, c'est pas forcément quelque chose qui la met à l'aise, mais elle aimerait le faire et elle a peur pour la suite. Et là, je creuse. Cette peur s'articule comment? Ah, parfois, je me pose des questions. Parfois, je suis pas très à l'aise avec ci. Parfois, je me demande si je vais y arriver. Est-ce le même stress que vous ressentez lorsque vous vous mettez à parler en public? Vous voyez bien que là, ça se précise un peu plus. Oui. D'ailleurs, en termes de prise de parole en public, est-ce que vous avez quelque chose à dire vis-à-vis de ça? Ah ben moi, quand je prends la parole, je suis comme ci, je suis comme ça. La personne nous avoue plus tard que la prise de parole en public est un objet de stress parce que le regard des gens a un impact sur elle. Et moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est de récolter les données en me disant « Ah ok, oh, c'est le regard des gens. Ah d'accord, c'est l'appréhension et la peur du jugement. Ce n'est pas l'éloquence qui m'intéresse. » Oui, à ce moment-là, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui mène l'individu à ci ou à ça. Et vous remarquerez que plus les questions sont précisément posées, plus on va pouvoir aller à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est P, problème. Si la phase situation est là pour comprendre la situation et le contexte dans lequel on parle avec la personne, de comprendre également la situation ou les situations qui vont nous permettre, nous, derrière, de saisir le terrain dans lequel on joue. La partie problème, c'est là où on aura affaire à la douleur, à la réelle douleur. Bien sûr, cette douleur ne devrait pas être posée de manière infantilisante. Je m'explique. Parfois, parce que nous sommes dans le syndrome du sauveur, on veut s'avancer avant même que l'autre se prononce. Ce n'est pas ça qu'il faut que l'on fasse pour la simple et bonne raison que lorsque on montre à quelqu'un qu'il a un problème, on ne se présente pas comme une solution. On se présente comme une personne moralisatrice. On se présente comme une personne qui est là pour dire « écoute, il y a ça qui ne va pas ». Et la conséquence de cela, c'est le risque d'infantiliser l'interlocuteur. Quoi de pire que d'infantiliser un prospect ou infantiliser un collaborateur? Je m'adresse ici aux personnes qui manquent d'assertivité. L'assertivité va être une compétence primordiale à maîtriser durant la phase problème. Une personne assertive, c'est une personne qui n'a pas du tout tendance à se rabaisser vis-à-vis de l'autre. Vous pouvez avoir plus que moi, je ne sais quoi, du matériel, de l'argent, etc. Mais je ne me rabaisse pas vis-à-vis de vous. Dans l'autre sens, une personne assertive, même lorsqu'elle a plus que les autres, ne se sent pas au-dessus des autres. C'est une personne qui est juste alignée avec elle-même. C'est important pour la simple et bonne raison que, dans le contexte d'une communication orale, beaucoup de personnes vont souffrir du regard de l'autre parce qu'ils seront en manque d'assertivité. L'assertivité va être l'image ou le critère principal des individus qui ont confiance en eux. Ceux qui ont confiance en eux sont dans le « je m'en foutisme ». Ils s'en foutent. Ils font ce qu'ils ont à faire et ils passent. Ah, tu as réussi ça? Bravo, je suis content pour toi. Je passe. Lorsqu'on veut évoquer les problèmes d'une personne, nous ne sommes pas là pour dire « Ah, t'as vu, t'as des problèmes quand même. Tu as des problèmes. On a conscience que tu as des problèmes. » Ça ne fonctionne pas. Car ça va mettre la personne en dessous de vous. Et bien sûr, souvent ça peut être l'acte de nos appréhensions parce qu'on ne veut pas se faire dominer dans la discussion, on ne veut pas non plus subir la discussion. Mais enlevez toute cette panique-là ne sert à rien. Cette panique-là va être réglée lorsque vous allez vous dire « Je dois comprendre la situation de la personne et ensuite on va arriver dans les douleurs. Je dois faire dire à la personne d'elle-même quels sont les problèmes auxquels elle fait face. »
C'est un travail qui peut prendre du temps. Cela peut prendre du temps lorsque vous posez les mauvaises questions. Imaginez-vous qu'une personne va se dire « Ok, Sharak, j'ai compris. » Je commence en disant « Ok, raconte-moi ta situation. » Non, non, non. Nous sommes, nous, en train de parler de la méthode Spaza, mais vous ne devriez jamais poser une question en disant « Ok, quelle est ta situation en ce moment ?» Ce serait trop naïf. Vous allez devoir poser une question qui nous mènerait à creuser sur la situation d'une personne. Donc ça veut dire, si je dis à quelqu'un « Comment te sens-tu en ce moment ?» Ça nous permet de creuser un peu plus sur la situation. Dans nos têtes, on veut juste essayer de dessiner le terrain et comprendre. Ok, voici le terrain. Le terrain où je suis, c'est là. Ensuite, j'arrive ici. Vis-à-vis de la situation ou des situations qui ont été évoquées, des différents éléments qui ont été évoqués, je dois faire dire à la personne quels sont les problèmes. Pas en disant « Tu vois bien que c'est problématique, non ?» Non. Là, vous infantilisez la personne. Ni en disant « Alors, quels sont les problèmes que tu vois autour de ça ?» C'est beaucoup trop naïf. Il faudrait plutôt dire « Ok, tu m'as parlé de la situation. Tu m'as évoqué que en ce moment, c'était un peu compliqué financièrement, etc. Précisément, qu'est-ce que tu veux dire de ça ?» C'est mener l'individu à reformuler de manière suffisamment synthétique la partie situation et derrière de dire « Ok, y vois-tu un problème ?» Ne pas dire « Ah, mais tu vois bien qu'il y a un problème. » Non, y vois-tu un problème? Une question qui permet quand même le doute pour que chacun puisse s'approprier ses réponses. Et typiquement, en essayant de comprendre les problèmes, nous arrivons dans la douleur. La douleur. La réelle douleur. La douleur dont on parle, c'est ça qui va vous permettre d'avoir effectivement plus de pertinence par la suite lorsqu'il faudra vendre ce que vous avez à vendre ou lorsqu'il faudra communiquer ce que vous avez à communiquer. La douleur dont on parle n'est pas simplement quelque chose de physique, c'est psychique. C'est quelque chose qui traîne autour des personnes. Dernièrement, j'ai eu une discussion avec des collaborateurs, on a échangé sur ça et la première remarque que j'ai formulée aux différentes personnes qui s'occupaient des prospects était de dire « les gens s'en foutent de l'éloquence ». Ils vous diront qu'ils viennent pour l'éloquence, mais ils s'en foutent de l'éloquence. En fait, ce qui va être important pour eux, c'est qu'on comprenne leur situation. Donc, lorsque vous allez commencer à parler, ne parlez pas de l'éloquence. Eux vont vous parler de l'éloquence, je veux devenir plus éloquent, etc. Pourquoi les gens s'en foutent de l'éloquence? Parce qu'en fait, ils voient l'éloquence comme un simple moyen. Et le but n'est pas de cerner leur envie pour l'éloquence, mais de cerner qu'est-ce qui motive derrière. Et parfois, vous allez voir qu'il y a des problèmes qu'ils auront. Exemple, une personne va venir et va dire « Ah, ben, j'admire la prise de parole en public, c'est pour ça que je vous suis, etc. Waouh, je sais pas, oh, super. » Mais, la dernière fois que j'ai pris la parole en public, j'ai mal vécu. J'ai mal vécu. J'ai beaucoup stressé. Parce que le regard des gens, parce qu'il y a eu ça qui s'est passé. Vous voyez l'énumération de ce qui arrive après, là? C'est ça, l'émotion. C'est ça, la zone chaude. C'est ça, la douleur, plutôt. C'est ça, la douleur. Une personne va venir vers nous pour la prise de parole en public, mais pour des raisons variées. Et ces raisons qui sont variées ne devraient pas être prises comme des frivolités. Ce sont réellement des raisons qui vont nous permettre, à nous, en tant qu'interlocuteurs, d'avoir les réponses exactes qui seront comme une solution vis-à-vis des problèmes de la personne. Je reprends le contexte avec notre prospect qui s'appelle Im. Im nous a évoqué sa situation. Elle aimerait entreprendre, elle travaille depuis 25 ans dans un truc, etc. C'est pas trop ça. Hop là, on arrive dans les problèmes. Et ce sont juste des questions. L'une des questions qui a été posée, lorsque tu parles de stress, est-ce que tu pourrais me définir? Ça s'articule comment pour toi? C'est simple. Au moment où je me mets à parler, je vois plus rien. J'ai l'impression d'être là, mais de ne pas être là. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en moi. Et moi, à ce moment-là, je commence à expliquer. Est-ce que, par exemple, lorsque tu te mets à parler et que tu sens que tu ne pourras plus rien, est-ce que tu as l'impression que ton cerveau tourne tellement vite que tu satures? Ah oui, c'est exactement ça. Est-ce que lorsque tu te mets à parler, dès qu'il y a une personne qui sourit un petit peu, tu te dis que la personne est en train de se moquer de toi? Ouais, c'est ça. En fait, voilà, c'est ça que je ressens. Je sens que, à des moments, je ne devrais pas parler. Pourtant, j'ai des bonnes idées. Mais pour les évoquer, c'est un peu compliqué. Là, on s'intéresse vraiment aux problèmes que la personne a. Sur les différents problèmes que les gens auront, vous verrez 3 choses. Il y aura des douleurs qui vont être d'ordre social. Une douleur d'ordre social, c'est
comment ça me fait mal vis-à-vis des autres. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas trop comment me placer parce que effectivement, j'ai peur du regard des gens. J'ai l'impression que je ne suis pas assez compétent. J'ai l'impression de ne pas être assez légitime. Une personne va venir vers nous, même des politiciens, hein. Ils ont déjà le bagou, ils ont déjà la chose. Mais ils vont dire, bon, là, je devrais travailler un peu plus sur mon image. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore à la hauteur. Voilà une douleur d'ordre social. Une douleur peut être d'ordre émotionnel. Je mets un cœur. Foup. Non, c'est pas un cœur, c'est l'Afrique. C'est pas grave, on se comprend. Je me pose des questions. J'ai pas suffisamment confiance en moi. Je sens que je ne suis pas encore à la hauteur. On est dans une douleur. Je sens que j'ai encore besoin de travailler. Pourquoi J'ai des grandes ambitions et ça me fait peur. Ah, ouais, c'est les émotions. Ça peut être un intérêt fonctionnel. Une personne peut être éloquente et être à l'aise dans la prise de parole en public et derrière te dire « Ouh, je dois décrocher le job de mes rêves. » Ah, et je ne suis pas assez préparé. Je n'ai pas forcément les mots qu'il faut. Je me demande si je vais bien me présenter durant la candidature. Problème. Votre domaine n'est pas la finalité pour laquelle les gens vous contactent. La finalité pour laquelle les gens vous contactent, c'est ce que vous allez apporter de votre domaine. Lorsque vous allez chez le médecin, son bureau, ses connaissances, la médecine n'est pas la finalité pour laquelle vous allez le voir. Vous allez le voir pour les solutions qu'il va vous apporter vis-à-vis du problème que vous avez. Quels sont les remèdes vis-à-vis de ma maladie? Mais c'est pareil pour vous, les amis. Cela veut dire que dans la partie problème, vous n'êtes ni là pour conseiller, vous n'êtes ni là pour vous rabaisser, vous n'êtes ni là pour infantiliser l'autre, vous êtes là pour responsabiliser l'autre en faisant que la personne évoque directement ses propres problèmes. Par une série de questions, par une série de questions, par une série de questions. Cela va me permettre de vous initier à un autre outil, qui est la maïeutique socratique. La maïeutique socratique. Pour celles et ceux qui savent, si Socrate vivait de notre temps, il ne serait pas parmi les grandes familles. Socrate n'était pas un aristocrate. Non. Socrate était une personne qui, d'un point de vue social, était comme tout le monde. Il était même dans la classe moyenne, dans la classe des pauvres même. Si Socrate était là vivant aujourd'hui, il traînerait dans les lieux publics et il interpellerait les gens en disant ah, « Écoute, est-ce qu'on peut discuter pour qu'on en apprenne un peu plus sur toi ?» C'était ça, Socrate. Socrate voulait discuter avec les gens pour qu'ils puissent en apprendre un peu plus sur eux. Il n'avait pas quelque chose de spécial, si ce n'est son savoir à te faire savoir. Et typiquement, pourquoi la maïeutique socratique? C'est pour parler de votre approche, les amis. Vous savez, dans l'approche que vous allez avoir, une approche compréhensive, comme on l'a dit jusque-là, mais une approche qui va être investigatrice. Socrate avait pour habitude de poser des questions. Il parle avec un tel, il va juste poser des questions. Juste poser des questions. Par une série de questions, va faire accoucher à l'autre ce que lui, il aimerait faire comprendre. Vous verrez que la maïeutique socratique, on la définit comme la capacité d'une personne à accoucher l'esprit de l'autre. Alors ça fait peur dit comme ça. Mais imaginons que je discute là, par exemple, avec Henri, et je souhaite faire comprendre une notion à Henri. Voilà comment je pourrais procéder. Je vais me garder une notion en tête. Je la garde ici. Je vous écrirai la notion là. Et je vais faire comprendre cette notion à Henri. D'accord. Henri, comment tu vas? Très bien. J'aimerais t'apprendre quelque chose, est-ce que tu me le permets? Très bien. Alors, que dirais-tu d'une personne qui se met à réfléchir? Une personne pensive. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête au moment où elle réfléchit? D'accord. Et si tu pouvais poser un dessin dans ces moments de réflexion, tu verrais quoi comme dessin? Un globe, oui. Avec plusieurs sujets, par exemple. Plusieurs sujets. La société, ça peut être l'être humain, ça peut être lui-même, D'accord. ça peut être
l'argent, ça peut être le business, etc. Oui. Et tu pourrais peut-être y mettre même des flèches pour faire peut-être un lien avec tout ça. D'accord, donc tu verrais un globe avec des flèches. Et ces flèches, ça correspondrait à quoi pour toi? Le lien entre toutes ces choses-là. Ah, les liens qu'ils pourraient faire entre tout ça. D'accord. As-tu déjà entendu parler du mot Shem? Est-ce que tu pourrais me donner une définition du mot Shem? J'ai entendu, c'est pas ce qu'on appelle en anglais skip. C'est ce que les gens disent parfois. Voilà, skip. Shem, franchement, j'ai déjà vu le mot, j'ai déjà entendu le mot, mais je ne pourrais pas te donner une définition de ce que c'est. D'accord. Alors, et si on te disait que les flèches que tu vois dans la réflexion d'une personne, c'est comme un chemin. D'accord. Et comment tu pourrais lier chemin avec Shem? Comment je peux lier chemin avec Shem. Donc si j'ai compris, Shem, c'est des flèches là qui permettent de faire le lien entre plusieurs pensées. Oui. Et comment je pourrais lier ça avec un chemin? Peut-être le Shem, c'est le processus qui t'emmène quelque part. Vers un Ok. chemin, peut-être. Ok, c'est intéressant. Processus de pensée, ça a trouvé des liens logiques entre plusieurs choses Oui. pour trouver la destination de cette chose-là. En fait, tu as quelque chose et Mm. réfléchir, ce sera essayer de trouver un lien logique pour t'emmener quelque part. Et si je te disais que ce que tu as donné comme explication, c'est justement ça le travail du Shem. Ok. À ce moment-là, qu'est-ce que tu comprends du Shem? Alors, en ce moment-là, ce que je comprends du Shem, c'est justement le processus de réflexion pour trouver un lien entre plusieurs choses. Merci. Comme vous avez entendu, Henri m'a donné la définition du Shem, un mot dont il ne connaissait pas la définition. La particularité de la maïeutique socratique, c'est que nous n'avançons pas d'affirmation. Nous n'avançons pas d'affirmation. Nous suggérons des affirmations de manière interrogative. Une suggestion des informations de manière interrogative. Alors, si par exemple, je vous dis, il y a un problème là, non? Vous voyez bien qu'il y a un problème, c'est une affirmation que j'avance. Et je dis, non, on n'est plus dans cette suggestion. Je suis en train de t'inciter à dire qu'il y a un problème. Alors que si je dis, par exemple, et si aujourd'hui que je te disais que ça c'était un problème, qu'en penses-tu? Je vous laisse toujours le pouvoir de vous prononcer dans mes affirmations. Vous voyez bien que ces affirmations doivent être suggérées, mais aussi posées au conditionnel. Cette délicatesse que je vous demande, ce n'est pas simplement pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à l'autre. C'est pour ressortir avec une discussion plus profonde et plus réflexive. Peut-être Henri pourrait témoigner là, au moment où on a échangé, c'est peut-être Henri il a ressenti que ouais, là, il m'a mené vraiment à cogiter et à creuser sur ma situation. C'est pour ça que la responsabilisation va être un processus qui prendra un peu plus de temps, mais qui forcément, à l'issue, aura plus d'impact que de l'infantilisation ou de la culpabilisation en disant aux gens « Est-ce que vous avez conscience que là, ça ne va pas ?» Non, ça n'apporte rien. Qu'en dites-vous? Que dites-vous de cela? Et quelque part, c'est déjà un début de coaching. Je parle ici à toutes les personnes qui aimeraient transformer leurs prospects en clients. Situation, problème. Méthode Spaza veut aussi dire analyse. La troisième phase, c'est l'analyse. Vous avez demandé à la personne plusieurs éléments. Vous avez maintenant connaissance de la situation et la personne elle-même, par la verbalisation de la situation et des problèmes, est en train de prendre conscience de quelque chose. Maintenant, vous allez mener l'individu à analyser la situation. Au même titre que l'on parle de rapprochement bancaire pour pouvoir comprendre les anomalies et les écarts, la partie analyse, c'est un rapprochement que l'on fait entre la situation et les problèmes. On incite la personne à faire un rapprochement entre la situation et les problèmes. On reprend la discussion qu'on a pu avoir avec Im. Im nous a évoqué jusque-là qu'elle voulait entreprendre et en plus elle fait un travail qui ne plaît pas forcément et puis elle a peur de son image par rapport à tout ça. Et qu'aujourd'hui, par rapport à la prise de parole en public, elle stresse, etc. Posez juste la question, en faisant le rapprochement entre votre situation, entre ce que vous m'avez évoqué, et d'ailleurs aussi avec les problèmes qui sont assez terribles que vous rencontrez, comment analysez-vous la situation si vous voulez évoluer? Comment analysez-vous la situation si vous souhaitez évoluer?
Imaginez-vous que cette formulation qui est simplement large va permettre d'apporter plus de responsabilité vis-à-vis de l'autre et l'individu va se dire « Merde, par souci de cohérence, je vais devoir suivre les conseils de cet individu. » Robert Cialdini, dans le livre Influence et manipulation, nous explique que nous avons constamment une recherche de cohérence dans nos actes et dans nos pensées, dans nos agissements et dans nos pensées. Ce qui explique parfois notre manière de nous emprisonner quelque part. Vous avez dit à votre meilleur ami, t'inquiète pas, je serai là demain. Vous ne vous pointez pas là-bas le lendemain. Vous vous sentez mal. Ou vous tentez de camoufler cela. Ce avec quoi vous êtes en train de vous battre, c'est ce qu'on appelle le principe de cohérence. Un interlocuteur, lorsque on responsabilise ce dernier et qu'on mène la personne à verbaliser clairement l'analyse qu'elle fait de la situation et des problèmes, à ce moment-là, vous activez le levier de cohérence. Et ce levier de cohérence va permettre d'obtenir une adhésion progressive, en se disant, en vrai, si je ne me bouge pas, qu'est-ce qui se passerait? Si je ne me bouge pas, est-ce que ça va continuer? Revenons sur la partie analyse. Je vous ai parlé de rapprochement bancaire. Et pour celles et ceux qui s'y connaissent un petit peu, lorsqu'on fait un rapprochement bancaire, souvent, on cherche des éléments identiques que l'on observe. Et s'il n'y a pas d'éléments identiques, on essaie de voir les écarts. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Si forcément on a affaire à une personne qui va nous évoquer sa situation et nous évoque ses problèmes, nous devons mettre l'accent, de manière toujours interrogative, sur les écarts qu'il y a. Sur les écarts qu'il y a. N'oubliez pas, ne tombez pas dans la stupidité d'infantiliser les gens. Les gens sont suffisamment intelligents. Ils vont se dire, ouais, ok, c'est bon, je vois bien. On reprend Im. Im nous a expliqué tout ça, et effectivement, Im voulait entreprendre, après ça, etc. Et quand je pose cette question qui est, comment analyses-tu les situations, comment vois-tu la situation, Im, au départ, est un peu perdue, elle ne comprend pas la question. Avec les problèmes que tu as aujourd'hui, comment tu mettrais en place des choses pour pouvoir changer, pour pouvoir avoir cette transformation? Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de mettre en place des choses? Ah oui, si. Bah quoi, par exemple? On laisse la personne analyser d'elle-même sa situation en se disant, oui, en fait, ah ouais, je pourrais mettre ça en place, c'est vrai, je pourrais aussi changer ça, ah oui, c'est vrai que je pourrais aussi peut-être un peu plus prendre confiance en moi, etc. Ce qui va nous intéresser dans tout ça, c'est la verbalisation de toutes ces actions. C'est la verbalisation de toutes ces actions. C'est la verbalisation de toutes ces actions. Parce que s'il n'y a pas la verbalisation de ces actions-là, de l'analyse que la personne pourrait faire, vous allez d'ores et déjà ne pas obtenir un engagement accru de la personne. Il faut absolument que la personne verbalise. Mais n'oubliez pas, il y a toujours cette logique de responsabilisation qui ne devrait pas vous mener vers une infantilisation de ce dernier. Ne dites pas, nous sommes bien d'accord qu'il faudrait mettre en place des choses. Hein. Non. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait changer? Quel changement on pourrait apporter? Dites-moi. Et c'est à partir de là, en fait, que vous allez ressentir qu'effectivement, on est dans du concret. Donc l'analyse est là surtout pour permettre à une phase de métacommunication. Je dirais même de métacognition. Alors, la métacognition, c'est le fait de discuter de ce que l'on pense. La métacommunication, c'est le fait de discuter de ce que l'on dit. Dans tous les cas, la métacommunication ou la métacognition, c'est une prise de recul. Et cette prise de recul est nécessaire pour que la personne, après avoir compris son terrain, après avoir ciblé les enjeux, la personne puisse prendre conscience de ce qu'il y a à faire. Lorsque nous parlons d'analyse, nous parlons pas simplement de juste commenter « Ah ouais, cool, c'est vrai, en vrai, je dois me bouger. » Oh non, c'est comment analyses-tu les choses profondément? Comment vois-tu les choses? Comment peux-tu déterminer, qualifier ces différents éléments? Il y a des personnes qui vont être plus dans une approche d'auto-coaching en disant à la personne « Ok, si tu étais ton propre coach, qu'est-ce que tu pourrais dire de cette situation ? Si tu étais ton propre père, qu'est-ce que tu pourrais voir ?» Mais dans tous les cas, nous sommes dans une logique où on doit mettre la personne en introspection et à partir de là, laisser la personne parler et verbaliser tous ces éléments-là.
plus la personne énumère, plus la personne sera apte, quelque part, à changer son point de vue vis-à-vis de sa situation. Vous savez, lorsque vous avez affaire à une personne qui se braque, parfois ça peut aussi relever d'un manque de finesse de votre part. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas si simple d'accepter cela, mais c'est une réalité. Parce que parfois, les personnes demandent juste à avoir l'approche qu'il faut. Et parfois, une forme de sympathie. Mais juste de l'empathie, c'est tout ce que les gens demandent. Et vous, ne tombez pas non plus dans la bienveillance à outrance. L'idée, c'est de mener les gens vers l'action. La partie analyse responsabilise. Ça fait en sorte que votre soldat, qui est votre interlocuteur, se lève. Et ensuite, prenne les armes. Parce que il faudra maintenant, après avoir évoqué l'analyse, que vous puissiez passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, il y a la partie solution. Vous avez vu le terrain. Vous avez compris l'enjeu. Vous avez mené l'individu à prendre du recul. Et là, vous commencez à jouer. Vous commencez à jouer, c'est-à-dire que là, c'est le moment où vous commencez à parler de votre offre. Mais vous parlez de votre offre non de la manière dont la plupart des gens font. Vous ne parlez pas de votre offre en disant « voici la solution ». Non. Vous faites à chaque fois le lien des différents aspects de votre offre. Vous faites le lien avec des précédents problèmes évoqués par votre interlocuteur. Donc on reprend notre très cher Im. Notre très cher Im nous a expliqué, ouais, c'est vrai que là, ça serait compliqué. Voilà, je ne sais pas trop comment me placer. Im, j'ai quelque chose à vous proposer. Parce que vous nous avez dit avoir peur du regard des gens, nous proposons non seulement du coaching collectif, mais nous proposons également du coaching individualisé. Et coaching individuel, on va faire ça une fois toutes les 2 semaines pour éviter que vous soyez trop exposé. Là, je suis en train de réconforter une douleur. Je vous montre qu'on va trouver une solution à cette douleur, mais en même temps des conditions où la douleur ne sera pas trop éprouvée également. Im, parce que vous nous avez expliqué que vous aimeriez entreprendre, et vous allez certainement devoir parler de vous et savoir pitcher un projet, nous vous proposons telle formation derrière. Il y a une formation qui apprend à savoir se vendre à l'oral, etc. Et ça va vous permettre, vous, derrière, de creuser sur les aspects de la communication, mais aussi de la communication qui est de l'impact. Parce que vous nous avez parlé de ci, voilà ce qu'on vous propose. Vous remarquerez bien, je switch du problème qui a été évoqué, parce que vous nous avez évoqué tel problème, voici la solution que nous avons. Parce que vous nous avez évoqué tel problème, voici la solution que nous avons. Parce que vous nous avez évoqué tel problème, voici la solution que nous avons pour vous. Et vous remarquerez que dans la partie solution, j'individualise mieux parce que j'ai compris en amont les problèmes de la personne et j'ai pris les aspects concernés par la personne. Les aspects de mon offre qui sont concernés par la personne. Cela veut dire que l'offre en tant que telle, c'est un pack, c'est un packaging. C'est-à-dire que parfois, vous allez peut-être faire, je sais pas, proposer un service de coaching sportif. Le coaching sportif en soi, c'est tout un panel de compétences, peut-être de programmes, je ne sais quoi. Je reste à l'essentiel. Lorsque j'évoque les choses, je fais en sorte que la personne puisse entendre que je l'ai entendu et comprendre que je l'ai compris. Et derrière, il y aura forcément quelque chose de concret. Voilà les différents aspects de mon produit, parce que je sais qu'avec Shadrach Kilanga, on apprend tous les jours qu'un produit est considéré que par rapport à ce qu'il produit. Produit égale produit. Il est préférable de considérer la valeur verbale aux dépens de la valeur nominale pour la simple et bonne raison que les gens vont se dire « mais qu'est-ce que ça va produire en moi ?» Donc avant même de donner une énumération et faire une présentation de son offre, non. Donnez directement une réponse au problème. Directement.
Parce que vous nous avez dit ça, voilà ce que nous on propose. Et comme vous nous avez dit ça, il y a ça qu'on propose. Il y aura des bonus, il y aura une garantie, etc. Ah oui, c'est bien. Mais durant la discussion, parce que tu m'as dit ça, voilà ce que je te propose. Parce que tu m'as dit ça, voilà ce que je te propose. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'idée ici, à travers l'équation produit égale produit, c'est de comprendre que produit est égal à effet. Qu'est-ce que vous allez apporter comme contribution aux différents problèmes qui ont été évoqués par votre interlocuteur? Votre interlocuteur a évoqué des problèmes d'ordre social, des problèmes d'ordre émotionnel, des problèmes d'ordre fonctionnel. Vous apportez des réponses à ces mêmes problèmes. Voilà les effets que ça aura sur vous, voilà. Cela renforce encore plus le fait de dire que l'éloquence n'est pas la solution. Non, c'est pas l'éloquence la solution. L'éloquence, c'est un moyen, c'est-à-dire c'est la voiture qui va nous mener à destination. Mais la destination, c'est la réponse à ce que les gens essaient de fuir. Monte dans la voiture, t'inquiète pas, on va démarrer. On est parti. L'accélération que je vais vous proposer, c'est le pouvoir de l'éloquence. Mais la destination, c'est le règlement de tous ces problèmes-là. Et c'est particulièrement ça qui fait la différence aujourd'hui. Maintenant, les amis, en vous parlant de tout ça, ce que je veux, moi, c'est pas simplement qu'on dise « Ok, voilà, je vous ai présenté la chose et c'est bon ». Non. C'est de vous dire que vous passez d'un entonnoir qui est plutôt large, avec des questions larges, avec et finalement des données, et de ces données, vous renforcez des questions plus précises, et ensuite vous avancez, et ensuite vous avez l'analyse, la personne a de la hauteur, vous proposez la solution, ok, la personne voit c'est une réponse claire à ce qu'elle veut, et à partir de là, que se passe-t-il? Il faut agir. Il faut agir. Et cela nous mène à la partie action. La partie action, c'est de demander on commence quand, on travaille quand. C'est d'aller dans du concret et de ne pas s'arrêter sur ci ou ça. Les amis, je vais vous initier à un outil. Cet outil, c'est ce qu'on appelle l'hexamètre de Quintilien. L'hexamètre de Quintilien vient de Quintilien, l'avocat. Et l'avocat dont nous sommes en train de parler n'est pas de ce temps. Il avait fait face à une problématique. Il traitait le dossier de son client. Mais malheureusement, un dossier qui n'était pas forcément garni. Et il voulait avoir un peu plus d'éléments de la part de son client. Et il s'est mis à procéder à une série de questions. Et c'est ça qu'on a appelé l'hexamètre de Quintilien. Vous avez déjà croisé l'examètre de Quintilien, mais vous ne saviez pas qu'on appelait ça comme ça. Cela va vous permettre d'avoir effectivement du concret de la part de l'autre. De se dire, ok, en démarquant, comment on avance. Mais c'est ce qu'on appelle tout simplement le QQOQCCP. Le QQOQCCP. Vous savez, cette série de questions-là que nous avons. Qui, quand, où, qui, quoi, où, quand, combien, comment, pourquoi. Ce sont des questions qui vont nous mener vers du concret. Parce que la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. La différence entre une illusion et je ne sais quoi, c'est un chiffre. Typiquement, quelqu'un qui va me dire, ok, moi j'aimerais devenir millionnaire. Quand? On place ça quand? Ah, j'aimerais bien qu'on puisse démarrer. Quand? J'aimerais bien que l'on puisse mettre ça en place. Combien? Vous pouvez payer combien aujourd'hui? Vous avez besoin de travailler où? On met ça en place quand? Vous savez que cette partie-là, la partie action, c'est mener après ce moment d'interrogation, mener l'individu à agir. Se dire, ok, là vous avez dit que c'est bon, ah j'aimerais bien revenir vers vous, j'ai des problèmes de paiement ou je ne sais quoi, ok, mais quand? L'idée c'est de joindre la parole à l'action. Parce que lorsque votre parole va avoir de l'impact, elle va s'articuler par des actions concrètes. Si votre parole n'a pas d'action concrète, c'est comme si vous n'aviez jamais parlé. Typiquement, l'entonnoir, c'est une pyramide inversée. Et là, nous arrivons vraiment au pic de la pyramide. Et le pic de la pyramide doit revenir avec quelque chose de chirurgical et de précis. Lorsque votre interlocuteur va vous dire « Oui, voilà, je suis séduit, j'aime bien ce qui est fait, etc. » Waouh, super. Quand est-ce qu'on peut commencer? Vous essayez de procéder à l'une de ces questions. Ok, vous aimeriez commencer où? Et comment? On mettrait quoi en place? Les amis, avec cette énumération de séries, vous avez ce qu'on appelle la méthode SPASA. S-P-A-S-A. J'ai appris cela et ça a changé ma vie sur les 10 dernières années d'entrepreneuriat que j'ai pu avoir, mais de manière générale aussi au niveau du perso. Parfois, des amis vont vous appeler pour des problématiques qui ne sont pas forcément si difficiles que ça. Mais vous allez devoir écouter la personne. SPASA. Situation, problème, analyse, solution, action. Mais moi, aujourd'hui, je m'adresse aux entrepreneurs qui sont là pour vendre leurs projets, vendre leurs produits,
faire en sorte qu'ils puissent avoir des clients. Et bien, quand vous allez avoir affaire à un prospect, retenez vraiment que l'idée, c'est de pouvoir bien écouter, de comprendre le terrain et ensuite de définir les limites et de jouer le jeu. Et une fois que vous aurez démarré le jeu, peut-être que vous allez gagner. Je m'appelle Shadrack Ilanga. Tous les jours, je propose du contenu autour de la prise de parole en public sur mes différents réseaux sociaux. Si vous avez apprécié cette masterclass, je suis ravi. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager autour de vous. Je propose un accompagnement qui s'appelle Rhétoricator, qui mène les individus à savoir communiquer, être éloquent certes, mais surtout avoir de l'impact dans le monde des affaires. Si tu es intéressé, tu peux réserver ton call, tu as le lien sur la description, et de manière générale, tu peux partager autour de toi. Vous avez mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn pour les plus anciens. Je suis vraiment ravi si cette vidéo te retrouve ravi. C'est le plus important. Pour le reste, c'est la vie qui donne. Prenez soin de vous. À très vite.